Mardi 26 au samedi 30, le temps continuait toujours de nous être favorable. La ligne passée, nous devions nous atteindre à chaque instant au vent d'est, au sud-est. La continuation du vent d'ouest était extraordinaire. Elle ne pouvait durer longtemps. Le parti qu'avait pris l'admiral de se porter beaucoup dans l'est rendait notre situation de plus désirable et nous flottait d'un très court passage. Un de ces jours, dans l'après-midi, les matelots priront un énorme requin. L'empereur voulut savoir la cause du grand bruit et de la confusion arrivée subitement au-dessus de sa tête. Et sur ce qui apprit, il eut la fantaisie d'aller voir le monstre marin. Il monta sur la lunette et son temps approchait de trop près en effort de l'animal qui renversa 4 ou 5 matelots, faillit lui casser les jambes. Il descendait la barre gauche toute couverte de sang. Nous les crûmes blessés. Ce n'était que le sang du requin. Mes occupations et mes travaux continueront de la manière la plus uniforme. L'Anti-Gallican, le premier des ouvrages dont j'avais entrepris la lecture, était un volume de 500 pages où l'on avait recueilli tout ce qui avait été composé en Angleterre au moment où l'on se trouvait menacé de l'invasion des Français. Il s'agissait alors de nationaliser cet événement, d'exciter tous les esprits, de soulever la nation entière contre sa dangereuse ennemie. Ce sont donc des discours publics, des exhortations, des appels et des citoyens zélés, des chansons satiriques, des pièces mordantes, des articles exagérés, des journaux versant à pleine main odieux, le ridicule sur les Français et le premier consul dont audace, le génie et le pouvoir inspirant de vivre à l'arme. Rien d'ailleurs de plus naturel, de plus légitime. Toutes ces prédictions ne sont autre chose que la nuée des traites qu'on s'est lancée avant de combattre corps à corps. Autant on emportait le vent si l'on n'en était pas éteint, ou si aucune de ces pièces ne pouvait former un témoignage pour l'homme censé et ne mérite pas de contradiction. On s'importe peu des pamphlétistes parce que le caractère et le contrepoisson de leurs paroles, il ne devrait pas en être de même d'un historien. Toutefois, celui-ci, son reproche si certain du calme et de impartialité obligée de son ministère, il se abandonne à la déclamation et la supercelle fiel. Tel est le sentiment que me laisseront les diverses productions du général Wilson que je lus après l'Anti-Gallican. Cette auteur n'ont été d'autant préjudiciable que ses talents, sa bravoure, ses nombreux et brillants services lui donnerions peu d'épreuves aux yeux de ses concitoyens, ou circonstances concurraient à rendre ces œuvres plus particulièrement connues à bord du vaisseau, en faisant que nous en parler davantage. Il avait un de ses enfants au nombre de jeunes aspirants du vaisseau. Et à ce sujet, mon fils, que la similitude d'âge tenait la plupart du temps au milieu d'eux, peut voir sans aise le changement qui s'opéra dans ces jeunes têtes à notre égard. Tous ces enfants, nous étions naturellement très défavorables et croyons, en recevant l'empereur, le voir embarquer rien moins que l'ogre
capable de les dévorer. Mais bientôt les voisinages et la vérité exerceront sur eux la même influence que sur le reste du vaisseau. Et ce fut au dépens du petit Wilson, à qui les camarades donneront la chasse en expiation, disaient-ils, de toutes les histoires de son père. Je vais recueillir un grand nombre des griffes dans l'ouvrage du général Wilson, auquel je répondais peut-être mon tour avec amertume. Une circonstance récente me le fait supprimer. Monsieur Wilson vient de paraître avec éclat dans une cause touchante qui honore le cœur de ceux qu'elle a compromis, le salut de Lavalette. Interpellé devant un tribunal français s'il n'avait pas jeudi publié des ouvrages sur nos affaires. Il a répondu que oui, et qu'il y avait exprimé un qu'il croyait vrai alors. Ce mot dit plus que tout ce que j'aurais pu faire, et je me suis hâtée d'effacer ce que j'avais écrit, heureux de devenir juste moi-même envers M. Wilson, dont j'accusais dans ma colère les intentions et la bonne foi. Je laisse donc de côté les ouvrages de M. Wilson et les diverses inculpations qu'il renferment. Je supprime aussi les nombreuses réfutations que j'avais amassées. Je ne m'arrêterai que sur un seul point, parce qu'il a été reproduit en son ouvrage divers qu'il a rempli l'Europe et a été propagé même en France avec une grande faveur. Je veux dire, l'empoisonnement de Pestifia de Jaffa. Rien, assurément, ne serait mieux prouvé combien la calomnie peut tout entreprendre avec succès, seulement qu'elle soit audacieuse, impudente, qu'elle ait de nombreux échos, qu'elle soit puissante, qu'elle vire, et peu importe du reste qu'elle blesse. Les probabilités, la raison, le bon sens, la vérité est sûr de ses effets. Un général, un héros, un grand homme, jusque-là respecté de la fortune autant que des hommes, fixant en ce moment les regards des trois parties du monde, imposant l'admiration à ses ennemis même, et tout à coup accusé d'un crime réputé inouï, sans exemple, d'un acte dit et inhumain, atroce, cruel, mais ce qui est surtout bien remarquable, tout à fait inutile. Les détails les plus absurdes, les circonstances les moins probables, les accessoires les plus ridicules s'accumulant autour de ce premier mensonge. On les répand dans toute l'Europe. La malveillance sont saisies. Et le quoi? On le dit dans toute la gazette et se consigne dans tous les livres. Et dès lors, ils deviennent tout un fait avéré. L'indignation est au comble, la clameur universelle. Vainement voudrait-on raisonner contre le torrent, oser essayer de la combattre, de montrer qu'on ne fournit aucune preuve, qu'on se contredit soi-même, présenter des témoignages opposés et récusables, les témoignages de ceux de la profession même, qu'on dit avoir administré le poisson, aussi être refusé, soutenir qu'on le serait accusé de inhumanité, celui-là même qui, peu de temps auparavant, immortalisa ces mêmes hôpitaux de Jaffa pour l'acte les plus sublimes, les plus héroïques, en se dévouant à toucher solennellement les pestifères, pour tromper et vaincre les imaginations malades
qu'on ne saurait prêter un pareil aide à celui qui, consulté par les officiers de santé pour savoir si l'on devait brûler ou seulement laver les vêtements de ces malades, allégeant la perte considérable que mènerait la première mesure de répondre. Messieurs, je suis venu ici pour fixer l'attention et reporter les intérêts de l'Europe sur le centre de l'ancien monde et non pour entasser des richesses. Vainement voudrait donc faire voir que ces crimes supposés, eux, étaient sans but, sans motif quelconque. Le général français avait-il à craindre qu'on lui débauchât de ses malades, qu'on se renforçât contre lui? Voulait-il par là se délivrer tout à fait de la peste? Mais il y réussissait également en laissant ses malades au milieu de ses ennemis, et de plus il a leur procuré. Vainement voudrait-on démontrer qu'un chef insensible et égoïste se fut au contraire délivré de tout embarras en laissant simplement ces malheureux après lui. Ils ont été mutilés. Mais c'est vrai, il est vrai, mais il ne fut venu dans l'idée de personne de lui adresser aucun reproche. Tous ces efforts seraient vains, tous ces soins seraient inutiles, tant sont grands et infaillibles les effets du mensonge et de la déclamation que soufflant le vent, les circonstances passionnées, les crimes imaginaires, restera dans toutes ses bouches. Il se gravera dans toutes les imaginations et pour le vulgaire. Et sa masse, il est désormais et jamais un fait constant à prouver, ce qui se prendra ceux qui ne savons pas combien il faut se défier des rumeurs publiques et que je me plais à consigner ici pour montrer une fois de plus de quelle manière peut s'inscrire l'histoire. C'est que le grand maréchal Bertrand, qui était lui-même de l'armée d'Égypte, à la vérité dans un grand inférieur qui admettait aucun contact direct avec le général en chef avait cru lui-même jusqu'à Sainte-Hélène. L'histoire de l'empoisonnement exercé sur une soixantaine de malades. Les bruits ont été répandus et crédités dans l'armée même. Oh, que répondre à ceux que vous désirez victorieusement? C'est bien vrai, je le tiens précisément l'officier que s'y trouvaient, et pourtant il n'en était rien. Voici ce que j'ai recueilli de la source la plus élevée de la bouche de Napoléon même. Première, que le nombre de pestiférés dont il s'agit n'était selon le rapport fait au général en chef que de 7. Deuxième, que ce n'est pas le général en chef, mais un homme de la profession même qui, au moment de la crise, proposa d'administrer l'opium. Troisième, que cet opium n'a été administré à aucun. Quatrième, que la retraite s'étant faite avec lenteur. Une arrière-grande a été laissée 3 jours dans Jaffa. Cinquième, quand, à son départ, les pestiférés avions espéré, à l'exception d'un ou deux, que des Anglais ont dû trouver vivants. Depuis mon retour à Paris, ayant la facilité de causer avec ceux-là, même que leur état en leur profession en est naturellement les premiers acteurs de cette scène, ceux dont les positions avaient le droit de passer pour officiels authentique. J'ai une curiosité de descendre au plus petit détail et voici ce que j'en ai recueilli.